Le FC Barcelone affronte le Real Madrid au Bernabéu pour le premier Classico qui compte de l'année. C'est l'occasion pour le Barça de reprendre la marche en avant. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match du Classico, le premier Classico de l'année qui compte. Il y a déjà eu un Classico en pré-saison, mais qui ne comptait pour rien, c'était un match amical, mais celui-là est le premier qui rapporte des points dans une compétition officielle. Donc, Classico tant attendu, match diffusé interplanétairement, le plus grand match de l'année pour beaucoup de supporters de foot, puisque il concrétise, ou en tous les cas met en avant la rivalité historique entre les deux grands clubs que sont le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors, du point de vue du Barça, ce Classico arrive juste après une désillusion, on va dire, en Ligue des Champions, puisque le Barça est en ballottage défavorable, voire même virtuellement éliminé pour le moment de la Ligue des Champions et risquerait d'être déversé en Ligue Europa. Donc, une situation un peu compliquée, mais une situation qui contraste quand même avec sa situation en Liga, puisque le Barça arrive en tête de Liga, donc le Barça est leader, et avec de très bonnes performances jusqu'à maintenant dans le championnat national. Donc on va analyser tout cela. Il y a actuellement une ambiance un petit peu trouble parmi les supporters du Barça, et après, dans l'équipe, on ne sait pas vraiment, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, mais on pourrait imaginer en tous les cas que le Barça arrive un petit peu touché pour cette rencontre fondamentale. Et moi, j'aurais tendance à penser le contraire. Je pense que le Barça, au contraire, est plutôt très bien en Liga, et c'est une opportunité de mettre un coup supplémentaire sur la tête du suiveur et de le distancer de 3 points. Et d'ailleurs, si l'inverse se produit, si le Barça venait à perdre ce Classico, à faire match nul, ce ne serait pas beaucoup plus grave non plus, dans la mesure où le championnat est loin d'être terminé, et si le Barça continue dans la lignée de ce qu'il fait en Liga depuis le début de la saison, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée, ce mois d'octobre, où il y a eu beaucoup de matchs, il n'y a pas de raison de ne pas penser que le Barça arrivera au bout, au moins dans le trio de tête en Liga. Sachant qu'il y a beaucoup de blessés actuellement, on va en parler aussi. Donc moi je ne vois pas ça comme étant le match de tous les dangers, en réalité. Moi j'encouragerais les supporters du Barça à prendre cela de façon extrêmement normale. C'est un match de Liga comme un autre. Nous sommes en position de leader, nous ne suivons personne. Nous faisons des bons matchs jusqu'à maintenant, au moins en termes de résultats. Dans le contenu, il y en a eu des très bons. Dans les résultats, jusqu'à maintenant, le Barça s'en sort. Et on va voir que même dans les classicos, les tendances ont un petit peu changé. Avant de regarder dans le détail les deux équipes et ce que ce match pourra nous apporter, je vous rappelle que ce match entre dans une succession de matchs extrêmement resserrés, liés à la compétition de la Coupe du Monde qui va arriver au mois de novembre. Donc on vient d'affronter, là, comme vous le voyez, l'Inter de Milan, le Classico arrive, derrière il va falloir affronter Villarreal, il va falloir affronter Bilbao, le Bayern à nouveau, et Valence notamment. Donc on est vraiment dans une dynamique où c'est une succession de matchs importants, on aura entre guillemets largement l'occasion de perdre des points, et le Real aussi aura largement l'occasion de perdre des points dans les confrontations qui se suivent les unes après les autres. Donc ce match, à ce stade de la saison, n'est pas fondamental. On pourrait se dire, oui, mais psychologiquement, ça pourrait être le petit coup qui relance, etc. Non. Le Barça pourrait très bien battre le Real 3-0, 4-0 à nouveau demain, et perdre contre Valence, et perdre contre le Bilbao. Donc ça ne changerait absolument rien. D'un point de vue comptable, ça n'a pas beaucoup d'importance, quoi. Il faut le prendre comme un match comme un autre, il faut gagner, tout simplement, pour continuer à accumuler des points, mais qui ne fera pas une énorme différence s'il venait à être perdu ou qu'il y ait un match nul. Les statistiques, on va regarder un petit peu justement ce qui s'est passé dans l'histoire entre ces deux clubs. Non, c'est intéressant.
Donc sur les 50 derniers matchs joués, donc 22 victoires du Barça, 12 matchs nuls et 16 défaites. Alors ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les 5 derniers duels. On va pas se faire mal, on va prendre les 5 derniers, effectivement, et au moins depuis les 2 derniers. Donc le Classico au Bernabéu déjà la saison dernière, et donc avec Xavi, on a gagné donc 4-0. C'était donc quelque chose. Ça faisait quelque temps déjà qu'on ne battait plus le Real, puisque précédemment le Real avait battu le Barça 3-2 et 2-1. Et le dernier Classico que j'évoquais donc en pré-saison, qui est un match de préparation, donc c'est pas tout à fait pareil. Toutefois, petite victoire de prestige quand même du Barça. Donc le Real vient quand même de 2 défaites contre le Barça, ce qui n'est pas rien. On n'avait plus cette habitude sous Koeman, sous Valverde, même c'était un peu compliqué. Là, le Barça n'est plus du tout dans la même dynamique. De toute façon, ce ne sont même plus les mêmes joueurs que les saisons précédentes. En termes de forme actuelle, les 2 équipes sont leaders et seconds. Les 2 équipes ont fait un match nul et ont remporté tous leurs matchs jusqu'à maintenant. Les 2 sont donc plutôt en bonne forme. Le contenu des matchs est différent. Pour ceux qui regardent un peu le Real Madrid et ceux qui regardent le Barça n'est pas encore exceptionnel, mais fait de très bonnes mi-temps. Il y a des phases de jeu où on a vu, depuis le début de saison, un Barça excellent. Il y a des phases de jeu où on a vu un Barça très moyen, voire médiocre, comme le dernier match. Sans aucun doute, la seconde mi-temps contre le Celta était très mauvaise, mais il y a eu des matchs extrêmement maîtrisés, avec beaucoup de buts, etc. C'est peut-être la différence que je ferai entre les 2 équipes, c'est dans le contenu. Le Real a toujours cette capacité à être extrêmement efficace et à avoir ce mental qui lui permet de remporter les matchs, même à la dernière seconde, dernière minute, sans aucune difficulté, parce qu'ils ont cette mentalité de gagnant, je pense. Par contre, dans le contenu, le Real a rarement été brillant jusqu'à maintenant. Et si le Barça est dans une de ces phases où ils sont brillants, ils sont capables de mettre une volée à n'importe quelle équipe. Et ça, on l'a vu, du moins en Liga. Et d'ailleurs, dans les résultats, on voit, le Real a effectivement remporte l'ensemble de ses matchs, mais encaisse systématiquement au moins un but. Donc, hormis le dernier match qui était assez poussif, le Real a toujours encaissé un but, alors qu'à l'inverse, le Barça a fait clean sheet quasiment sur tous ses matchs. Hormis le premier où il y a un nul. Donc, vous voyez, il y a une différence tout de même, malgré tout. Moi, je mettrais un petit avantage au Barça sur cette dimension-là, en tous les cas. Donc, les stats nous le parlent, nous le disent. Il ne faut pas non plus se faire toute une histoire de ce Classico. Voilà. L'impact serait éventuellement le dernier match, la désillusion en Ligue des Champions, mais ça je compte sur Xavi, et ce sont des professionnels ces joueurs-là pour revenir pour avoir oublié la compétition de la Ligue des Champions et se focaliser sur la Liga, surtout quand on est leader et qu'on va garder le siège de leader. La compo du Barça. Alors là, forcément, ça va être pour moi le point clé, ça va être quels hommes Xavi va choisir pour pouvoir disputer ce match. En fonction de cela, on a plus ou moins de chances de réussir. Moi, je dis quoi qu'il arrive, on aura beaucoup plus de chances si on n'a pas les 3 rapetou sur le terrain, là, les trois gredins, qui sont Busquets, Piqué et Alba. Si ces 3-là ne sont pas présents sur le terrain, je pense que les chances de remporter ce match, pour plein de raisons, raison de forme actuelle, raison de mental, tout simplement. Pour Piqué, par exemple, il s'est pris tellement de critiques depuis le match contre l'Inter que j'ai eu du mal à imaginer qu'il ait la tête, effectivement, à être à 100% dans son football actuellement. Donc c'est clairement quelqu'un que je laisserai sur le banc. Alba, bon voilà, je pense que le sujet ne se pose plus entre Alba et Baldé, qui sont quasiment des anagrammes, c'est rigolo, mais entre Alba et Baldé, il n'y a pas de souci. Je crois que là, les choses sont très claires sur la supériorité actuelle d'Alejandro Baldé pour ce poste de latéral gauche. Et Busquets, c'est une question d'intensité. Les matchs à haute intensité, il n'est plus en mesure de suivre le rythme. Il n'est pas en mesure de faire des replis défensifs qui
efficaces. Il est capable de gérer un rythme quand on est en supériorité par rapport à l'équipe d'en face, quand on domine. C'est sûr qu'il reste brillant, il n'y a aucun souci là-dessus, mais dès qu'on est dans une difficulté, Busquets, ça devient un handicap. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si ces trois-là n'y sont pas, ça va aller beaucoup mieux. Donc la composition que je vous propose, Ter Stegen au but, toujours excellent, et j'espère qu'il va continuer à être très très fort. Pour moi, c'est un élément clé. Latéral gauche, Alejandro Balde, je ne veux pas voir ni Alba, ni Alonso. D'ailleurs, Alonso, que l'on met en centrale, puisqu'on n'a plus de centraux, hein, vous êtes au courant que la plupart sont blessés. Donc on n'aura plus que Eric Garcia, qui fait de très bons matchs, même s'il a fait une faute lors du match contre l'Inter, mais pour moi ce n'est pas tout à fait de sa faute. Il ne devrait pas se retrouver dans cette situation-là si au milieu de terrain le boulot avait été fait. Mais la plupart du temps, si vous remarquez le nombre d'interceptions, le nombre de sorties propres que Eric Garcia fait, c'est un jeune joueur. Pour moi, il fait partie des très bonnes surprises cette saison. Il s'est vraiment repris par rapport à la saison précédente. Marcos Alonso, donc, que je mets en défense centrale, parce que je ne veux pas mettre Piqué. Piqué, pour moi, ne pourra pas être là. En latéral droit, on parle du retour de Jules Koundé, qui est un défenseur, certes, de formation, mais comme il est juste, comme il va forcer pour revenir, je le mets en latéral droit. Ce ne sera pas la dernière... ce ne sera pas le dernier rempart. C'est certain qu'il aura Vinicius en face de lui. De toute façon, je ne vois personne d'autre à part lui pour garder Vinicius. Attention, on n'est pas à l'abri que Xavi mette Baldé à droite. Parce que vitesse, Baldé est très rapide aussi, parce que jeune, parce qu'il peut tenir tout le long. On n'est pas à l'abri qu'il fasse ça. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Parce qu'offensivement, Baldé, il est sur son mauvais pied, il n'est pas du tout intéressant à ce poste-là. Mais voilà, sachez que c'est possible, en tous les cas. Mais l'idéal, ce serait qu'il mette Koundé à ce poste-là, et ce serait déjà très bien. Au milieu de terrain, exit Busquets. On reste avec Frenkie de Jong en 6 pour moi, ou Kessié, mais je pense qu'il mettra plutôt de Jong. De Jong a vraiment été très bon. Pedri reste, hein, c'est la bouffée d'oxygène, c'est la touche de poésie de cette équipe du Barça, donc il doit jouer absolument, même si un jour il faudra qu'il se repose quand même. Polémique, discussion sur le joueur qui va venir, Gavi. Je garde Gavi. Parce que je sais que Xavi va le mettre, ça c'est le premier élément, il va jouer très probablement. Et ensuite, parce que je pense que Gavi est fondamental dans le travail de pression et de récupération de Xavi. C'est le seul joueur qui travaille comme un malade et qui fait énormément de pression, qui maintient toujours la pression haute. Et vous savez que la pression, c'est une des règles du jeu du Barça. Sans la pression haute, le Barça se fait complètement déborder. Si on n'est pas capable de récupérer des ballons très haut, d'agresser, de harceler les adversaires, de couper des contre-offensives, ça c'est quelque chose que Gavi fait très souvent. Le nombre de contre-offensives qu'il coupe, des récupérations, sans lui, on prend l'eau quasi systématiquement. Donc c'est un travailleur de l'ombre, pour faire simple, et je ne vois pas Xavi s'en passer, donc Gavi jouera. C'est ce que ça... N'en déplaise aux gens qui disent que voilà, ils en ont assez de voir Gavi, mais il est fondamental. Je pense que sans Gavi, le milieu s'effondre, pour faire simple. Voilà. Surtout pour un match comme celui-là. Donc Gavi jouera. Voilà. Et je conserve le trio de tête, donc Rafinha, Lewandowski et Dembélé, parce qu'il fonctionne bien. Et surtout, élément important, ce match-là, normalement, ce ne sera pas un match en face d'un bloc bas, s'il vous plaît. Ce que toutes les équipes nous ont proposé jusqu'à maintenant, ce fichu bloc bas. L'Inter, c'était bloc bas, le Celta, c'était bloc bas, enfin... Toutes les équipes, même si en seconde mi-temps, elles se décident à sortir pour faire des opérations ninja pour essayer d'aller nous planter un but de l'autre côté, systématiquement, ces équipes-là se sont présentées avec un bloc bas. Et donc forcément, quand on a des joueurs hyper véloces qui ont besoin d'espace, comme Rafinha, comme Dembélé, etc., c'est plus difficile. Le Real, logiquement, au Bernabéu, devrait essayer de jouer d'égal à égal avec le Barça. J'imagine mal le Real céder complètement la possession, se laisser enfermer dans son terrain. Je pense qu'il va y avoir des sifflets du public assez rapidement.
Donc, ça devrait être un match ouvert, malgré tout. Et là, nos 3 joueurs de devant devraient s'en donner à cœur joie et avoir de l'espace pour s'amuser, que ce soit Rafinha comme Dembélé. Et puis derrière, on peut avoir effectivement le renfort d'Ansu Fati à un moment donné, le renfort de Franck Kessié si on veut se projeter un peu plus. Donc, ça va fonctionner comme cela, je pense. Donc, voici le 11 que j'imagine que Xavi va proposer. Ce sera probablement vrai à 1 ou 2 joueurs près, hein, comme je vous l'ai dit. C'est possible qu'ils mettent effectivement Baldé à droite, qui conserve Jordi Alba peut-être à gauche, et puis qu'ils fassent un... Ou alors qu'ils mettent effectivement Alonso à gauche, Baldé à droite, et qu'ils mettent Koundé en défense centrale, mais bon... Là, ça dépendra de lui, et ça dépendra de l'état de forme de Koundé, effectivement. Donc, pour moi, ce Classico va être un beau match, hein, comme d'habitude. Je pense sincèrement que si on enlève de l'équation des joueurs qui ne sont psychologiquement plus là, je parle encore une fois de Gérard Piqué, de Busquets et de Alba, ces joueurs-là ne sont psychologiquement plus là. Ils ne sont plus dans la compétition. Je ferai une vidéo spécifique peut-être sur eux. Ce sont des ex-joueurs, hein, pour moi. Ils jouent parce qu'ils ont un salaire, hein, important, et voilà. Mais je pense qu'en termes de compétitivité, dans l'état d'esprit, ils n'y sont plus. Donc, si on met des jeunes qui en veulent et des joueurs qui sont réellement des joueurs de foot, c'est-à-dire qui ont compris que il faut se faire des efforts, il faut courir, et qui ont encore la cage pour le faire, ce sera une autre histoire. Et footballistiquement, actuellement, le Barça est bien meilleur que le Real. En termes de jeu, en termes de certitude, en termes de schéma de passe, en termes de talent pur, hein, j'ai envie de dire. Si les choses se passent correctement, ce match devrait normalement être à l'avantage du Barça. En tout cas, c'est mon opinion. On verra ce qui se passe. Si c'est match nul, si c'est défaite, ça a un impact modéré. Ce n'est pas une compétition à élimination directe. Il reste encore beaucoup de matchs. Le Barça sera toujours second. Donc, il n'y a pas non plus de quoi se faire toute une histoire là-dessus. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec le 11 proposé, si vous voyez des choses différemment. Est-ce que vous avez confiance en ce que Xavi mette sur le banc les 3 voyous que je viens d'évoquer? Je les aime beaucoup en plus. Ce sont des joueurs qui ont participé à des victoires très, très symboliques et très belles du Barça. Mais actuellement, il faut bien le dire, ces 3 joueurs-là doivent être sur le banc: Piqué, Busquets, Jordi Alba. Et à partir de là, on repart avec une dynamique nouvelle et une bonne chance de faire une performance au Bernabéu comme on l'a fait la saison dernière. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à partager, et nous donc on se retrouve pour le débrief de ce fameux Classico juste après le match. Je vous dis à très bientôt sur Barça Today.